Thomas Leroux est notre invité maintenant. Il est co-auteur avec François Jarige du livre La contamination du monde, une histoire des pollutions à l'âge industriel. C'est publié aux éditions du Seuil. Monsieur Leroux est historien de l'environnement. On le joint dans les studios de Radio-Canada à Paris. Bonjour, Monsieur Leroux. Bonjour. Alors, cette histoire que vous racontez, elle couvre 3 siècles de pollution, de contamination du monde. Il y a 3 siècles, on n'imagine pas un monde très pollué, mais l'homme avait déjà un effet sur la nature, mais c'était assez limité, puis on ne parlait pas de pollution, en tout cas pas avec ce mot-là. Tout à fait. Toute activité humaine, qu'elle soit de consommation ou de fabrication, provoque des déchets, des résidus, des fumées, des rejets dans les eaux. Donc on peut parler d'altération du milieu. Évidemment, dans le temps, ça évolue considérablement. D'une part parce que la planète, au XVIIIe siècle, par exemple, n'était pas aussi peuplée qu'actuellement. Et puis le niveau de production était bien plus limité. Donc les pollutions étaient de fait d'une nature à la fois différente et d'un volume beaucoup moins important. Ce qui fait que vous divisez l'histoire des pollutions, de la contamination du monde en 3 grandes étapes, Thomas Leroux. On va parler de l'Ancien Régime, on va parler ensuite de la face sombre du progrès, c'est comme ça que vous l'appelez, puis ensuite de cette période toxique qu'on a vécue. Vous arrêtez vers les années 70 dans la portion historique de votre livre. Alors, l'Ancien Régime, ça va du 16e siècle à environ 1830. Qui polluait à cette époque-là et où est-ce qu'on polluait? Tout d'abord, il faut souligner qu'on est dans un monde essentiellement rural. Fabrication des cuirs, fabrication de la poterie, fabrication textile, notamment. Donc, les sources de pollution étaient localisées le long de ces ateliers de teinturerie, de tannerie, de poterie, souvent dans des petits bourgs ou en milieu vraiment rural. Les pollutions étaient essentiellement des pollutions organiques, de matière organique, et donc avec un pouvoir d'auto-épuration du milieu par ailleurs, donc ce qui va changer ensuite dans les siècles qui suivent. On ne parlait pas d'ailleurs de pollution, on parlait plutôt de corruption ou d'insalubrité, les termes étaient différents. Le mot pollution va arriver à partir du moment où les scientifiques s'emparent de la question, on en parlera sans doute tout à l'heure. Et donc on a des niveaux de pollution relativement faibles, localisés, qui créent parfois des tensions à proximité de ces sources de pollution. Et le mode opératoire, en fait, pour régler ces pollutions est un mode opératoire essentiellement juridique au niveau des polices locales et on parle de nuisances, en fait. Mais en fait, les autorités ont un pouvoir de répression, c'est-à-dire que si quelqu'un porte une nuisance à son voisin avec des produits déversés, par exemple, dans un cours d'eau, les autorités ont un pouvoir de répression. Il y a déjà une forme de réglementation de la pollution. Alors, c'est une des choses un peu étonnantes que la nouvelle histoire environnementale retrouve de nos jours, c'est de voir que ces sociétés anciennes d'Ancien Régime étaient fortement préoccupées par ces questions d'insalubrité. D'une part parce que c'est un monde de l'incertitude médicale, donc on estime que les odeurs, par exemple, peuvent véhiculer les miasmes, que ces miasmes peuvent véhiculer des germes de contamination ou de contagion et donc provoquer des maladies. Et d'autre part, on est dans un monde de l'incertitude et de la vulnérabilité. Et donc, toute altération du milieu peut provoquer des troubles, ne serait-ce que pour l'approvisionnement en eau potable, par exemple, ou en produits de consommation, comme par exemple les poissons. Si l'on pollue une rivière, les poissons peuvent en mourir. Et donc, les réglementations sont très strictes et les polices locales ont généralement des pouvoirs de répression et de prévention aussi très développés et ils agissent en tout cas avec fermeté. Il se passe ensuite ce que vous appelez la libéralisation de la pollution et ça correspond à ce que vous appelez la face sombre du progrès dans l'histoire. Qu'est-ce qui se passe et à quel moment est-ce qu'on est dans l'histoire? Il y a un phénomène très intéressant qui porte sur des périodes de la fin de l'Ancien Régime, donc fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle, une période durant laquelle on est dans les premières phases de l'industrialisation en Europe, puis ensuite aux États-Unis. Et cette première phase de développement industriel pose énormément de questions aux sociétés, puisqu'elle introduit une nouvelle façon de produire. Et cette nouvelle façon de produire provoque des nouveaux types de polluants ou de contaminants qui s'échappent dans l'environnement. Et comme c'est une phase de développement relativement nouvelle et assez brutale, le phénomène industriel est lui-même remis en question par ces pollutions. Et il y a donc pendant plusieurs décennies, entre 1760 et 1830 environ, de grands débats qui s'instaurent, des procès qui remontent au sommet de l'État pour essayer de définir ce que c'est qu'une pollution et de définir si c'est dangereux pour la santé publique en particulier.
Ça peut être dangereux pour la santé publique d'un côté. De l'autre côté, on dit c'est bon pour le progrès. Et entre en scène, vous l'avez dit, des nouveaux procédés et de nouvelles matières. C'est l'entrée en scène dans le théâtre de la pollution des acides, par exemple, de l'acide sulfurique. En effet, un des produits clés de la première industrialisation, ce sont ces acides, acide nitrique, acide sulfurique, acide chlorhydrique, mais essentiellement l'acide sulfurique, puisque c'est un produit qui va être utilisé dans une grande quantité d'industries, en particulier le secteur du textile et la métallurgie. Et on arrive à produire des acides de plus en plus concentrés à partir des années 1760-1770, qui provoquent déjà un pouvoir de corrosion très très important, mais aussi des dégâts environnementaux inédits, tels que une végétation complètement calcinée ou brûlée par ces vapeurs acides, ou un voisinage qui souffre de plus en plus de ces productions. D'où des controverses très très importantes, des débats qui s'instaurent aux plus hautes sphères de l'État, et en particulier dans les milieux scientifiques, puisque c'est une période où la science, et notamment la révolution chimique portée par Lavoisier en Europe, devient une valeur de plus en plus importante. Et les autorités publiques qui sont soucieuses d'encourager l'industrialisation vont demander aux scientifiques de redéfinir en fait le rapport des sociétés à leur environnement en donnant des nouveaux critères à l'insalubrité et donc ce qu'on va appeler progressivement la pollution. Et c'est là que les scientifiques, vous l'avez dit, commencent à prendre la place un peu des juristes comme experts en matière de pollution et qu'on se met à mesurer et à établir des seuils. Voilà, les chimistes en particulier vont être convoqués, mandatés pour établir des rapports d'expertise qui vont au départ se superposer au rapport de police ou au rapport des cours judiciaires et puis petit à petit les supplanter. C'est-à-dire qu'on va reconnaître aux chimistes les compétences d'évaluer le danger pour la santé publique. Or, il se trouve que ces chimistes sont littéralement fascinés par ces nouveaux produits tels que les acides ou des produits chlorés et qu'ils vont complètement renverser la conception médicale que l'on a à leur égard. Jusque dans les années 1760, on considère que les acides sont très dangereux pour la santé, ils sont offensifs pour la respiration, ils peuvent provoquer des brûlures, etc. Et les chimistes, notamment Lavoisier, Guiton de Morveau, Chaptal, des grands chimistes français, mais aussi en Grande-Bretagne, considèrent de plus en plus, et vont le faire savoir à la société, que les acides ou le chlore peuvent purifier l'air, purifier les eaux, et donc être des facteurs de décontamination. Mais comment est-ce qu'il faut pour avoir ce discours-là et convaincre la population de tout ça? Alors, il y a toute une série d'expériences qui ont lieu, par exemple, pour désinfecter les caveaux des cathédrales dont les corps se décomposent, ou pour désinfecter l'air des hôpitaux, ou pour également désinfecter des puits à l'aide d'acide ou de produits chlorés. Le chlore va devenir d'ailleurs un des agents de purification massifs de cette période, à des doses parfois beaucoup plus fortes que de nos jours. Et donc ces expériences vont permettre de convaincre les autorités que ce sont des agents de purification. Il faut aussi souligner que ces chimistes sont très très proches des milieux industriels. Oui, M. Chaptal, entre autres, ce chimiste-là. Oui, Chaptal, il est assez fascinant puisque c'est tout d'abord un médecin. Et beaucoup de médecins de l'époque deviennent chimistes. Fourcroy, donc on a Chaptal, on a Berthollet, qui donc sont médecins au départ, deviennent chimistes, fondent des entreprises et deviennent des administrateurs d'État. Ils sont aussi conseillers d'État. Chaptal devient Premier ministre durant le Consulat, dans la première période du régime napoléonien, entre 1800 et 1804. Et c'est lui-même, en tant qu'industriel, puisqu'il a une grande manufacture d'acide sulfurique à Paris, en tant qu'expert chimiste, il est membre de l'Académie des sciences et il va écrire un grand rapport sur les fabriques qui dégagent des mauvaises odeurs. Et en tant qu'administrateur, puisque c'est le ministre en charge des pollutions, c'est ce personnage qui va finalement redéfinir ce que c'est qu'une pollution et être à la fondation du nouveau droit qui se met en place en France, mais dans toute l'Europe au XIXe siècle. Jugé parti à la fois, on peut le dire, du côté de Chaptal, et ça a vraiment marqué un siècle et notre rapport à la pollution. Et on arrive à ce siècle que vous identifiez comme la démesure d'un siècle toxique. Alors là, la chimie change un peu, elle ne sauve plus, elle ne purifie plus, mais elle pollue, parce qu'il y a explosion de la population. On est à quel moment quand on est dans ce siècle toxique? Alors le siècle toxique, on définit, c'est au XXe siècle, donc ça nous fait faire un grand bond du début du XIXe jusqu'au XXe siècle. Entre-temps, juste un petit mot, on a une augmentation très très importante de la consommation du charbon de terre. Oui. Ce qu'on appelle le charbon plutôt que du bois ou du charbon de bois ou d'autres sources d'énergie renouvelables comme l'hydraulique. Évidemment, c'est une progression relative qui se fait petit à petit. Mais malgré tout, le 19e siècle, c'est quand même le siècle du charbon. On a l'image de ces villes enfumées,
qui se chauffe au charbon pour les besoins domestiques, mais aussi pour l'industrie. C'est le siècle de la machine à vapeur, qui est un nouveau élément technique de production. Et donc, durant ce 19e siècle, un processus de naturalisation de la pollution se réalise, et notamment avec ces scientifiques qui définissent des doses acceptables d'émissions, plutôt que des juristes qui auraient défini des interdictions. Le charbon de terre a été interdit à la combustion dans les villes en Europe, sauf en Grande-Bretagne. Mais au 19e siècle, ça devient autorisé à condition, par exemple, d'installer des fourneaux fumivores, c'est-à-dire des fourneaux qui brûlent la fumée, évidemment de façon imparfaite, mais qui brûlent la fumée du charbon de terre et qui permet d'atténuer l'impact d'une seule usine sur son environnement. Mais toutes les usines étant réunies, additionnées, cela crée donc des nuages de pollution extrêmement toxiques. Et les villes européennes au 19e siècle sont littéralement enfumées par ces émissions. Et on apprend à vivre, on vit avec la pollution et on l'accepte. Alors, on l'accepte à partir des années 1830, elle est globalement acceptée, même si tout au long du 19e siècle, on va trouver des formes de contestation, de remise en question. Mais elle est acceptée en quelque sorte, elle est naturalisée parce que c'est un effet secondaire du progrès. Et l'idéologie du progrès et de la prospérité assise sur le développement industriel est vraiment au cœur de la pensée du 19e siècle. Et donc, on apprend effectivement à vivre avec cette pollution. Quand tout d'un coup, une grande grève éclate, par exemple à Manchester, et que les usines s'arrêtent et que l'on revoit le ciel bleu, oui. C'est un vrai désastre pour la population. Et donc, le ciel bleu signifie en quelque sorte la misère sociale, alors que les ciels enfumés signifiaient le plein emploi et la production, et donc un niveau de vie qu'en termes de salaire et de revenus acceptable. On voit que tout est question de point de vue dans la vie, Thomas Leroux, qui est historien de l'environnement. On arrive à cette période du 20e siècle, ce siècle toxique, la démesure d'un siècle toxique, explosion de la population, la consommation par individu explose elle aussi, et les guerres nous font faire des bonds géants dans la mondialisation de la pollution. En effet, le XXe siècle est vraiment un siècle où un changement d'échelle s'opère, un changement de nature des pollutions s'opère. Tout d'abord, au niveau des combustibles, c'est l'apparition du pétrole qui va supplanter le charbon sans le remplacer. Le charbon continue de progresser en termes de consommation. Oui, à chaque fois, on accumule au lieu de remplacer, n'est-ce pas? Exactement. C'est vraiment une loi de l'histoire. Le pétrole, c'est aussi la pétrochimie. Le charbon, c'est la carbochimie. Ce sont donc deux sciences qui se développent considérablement au XXe siècle et qui aboutissent à la création de produits de synthèse, des produits composites qui ont la particularité de ne pas se décomposer facilement dans l'environnement et qui sont extrêmement toxiques. Donc ça, c'est une grande nouveauté du XXe siècle. La deuxième, c'est, comme vous l'avez dit, une augmentation très très importante de la population. C'est l'époque de l'explosion démographique, puisqu'on passe de 2 milliards à 7 milliards d'habitants, avec des niveaux de consommation par tête qui eux-mêmes sont en augmentation. Et donc, il y a une démultiplication des fabrications. Et enfin, nous sommes dans un siècle de guerre, des guerres totales, des guerres qui mobilisent vraiment toute la société et qui, dans le même temps, font exploser les verrous réglementaires, puisque les guerres, on peut bien le comprendre, sont menées avec des moyens d'exception, et que toutes les barrières en fait, de prévention sont littéralement abolies. Ce sont aussi des périodes d'innovation avec les débuts de l'aviation, les chars de combat, des grandes innovations sur les armes. Et puis enfin, une stimulation de certaines formes de production, comme celle de l'aluminium, qui va vraiment progresser durant ces guerres, en particulier la Deuxième Guerre mondiale, ou encore de produits chimiques que l'on utilise à la fois pour toute une série de productions industrielles, mais aussi qu'on utilise directement dans les champs de bataille. Et des produits chimiques qui finalement vont se retrouver en surproduction à la fin des guerres. Ah, il faut faire quelque chose avec, oui. Et il faut faire quelque chose avec. Les usines existent, les équipements existent, les stocks existent. Et l'usage qui va être trouvé pour un grand nombre de ces produits chimiques, c'est dans l'agriculture, pour toute l'industrie des engrais chimiques et des pesticides. Thomas Leroux, votre propos historique dans ce livre « La contamination du monde, une histoire des pollutions à l'âge industriel » se termine sur les années 70. Et comme nous sommes dans une émission scientifique, j'ai envie de vous dire, quel est le rôle des scientifiques de la science aujourd'hui pour qu'on n'aille pas vers une contamination encore plus importante de notre monde? Le rôle des scientifiques est très très important. On voyait des scientifiques au début du 19e siècle qui étaient, on va dire, inféodés au monde industriel, ou en tout cas qui pensaient que le développement industriel était forcément bénéfique pour la société. De nos jours, c'est quand même très différent, puisque à la fois les scientifiques vont proposer des choses qu'on pourrait appeler comme une fuite en avant, c'est-à-dire toujours de science pour guérir ce que la science provoque comme effet, notamment dans ses applications industrielles, mais en même temps des scientifiques qui alertent
et qui peuvent prouver, par exemple, que le réchauffement climatique de nos jours est bien dû aux émissions de l'industrie ou de la consommation humaine. Et donc, le rôle de scientifique, c'est aussi d'alerter, c'est aussi de prendre conscience de ce que la science peut provoquer dans ses applications. Et le rôle des scientifiques est très important si les sciences sociales aussi s'en emparent et si la société s'en empare. Si la science n'est pas repliée sur elle-même, mais ouverte à des débats qui peuvent être des débats de société, mais aussi des débats politiques sur savoir quel monde on veut, dans quel monde on veut vivre et quel type de consommation on peut supporter avec 7 ou 8 milliards d'habitants de nos jours. Et pour savoir ce qu'on en a fait, comment ça s'est déroulé avant, pour prendre une certaine mesure de la perspective historique, fort intéressant à lire, donc La contamination du monde, une histoire des pollutions à l'âge industriel. Thomas Leroux, vous êtes historien de l'environnement, vous en êtes co-auteur avec François Jarige, c'est publié aux éditions du Seuil. Merci d'être passé dans nos studios à Paris. C'est moi qui vous remercie.